Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Évidemment, c'est un cycle sur Brian De Palma. Il y a énormément de choses à dire. Peut-être des choses que je vais répéter un petit peu. Alors, je suis désolé que pour ceux qui étaient là peut-être à la séance précédente, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais pour ceux qui sont nouveaux, peut-être ça vaut la peine de se répéter un petit peu. La dernière fois, donc, on a vu I'm Home, qui était un film de 1970 et qui, à mes yeux, synthétisait un petit peu son travail justement dans les années 60, qui reste assez peu connu et qui pourtant est très important. Mais on verra que finalement, Phantom of Paradise, d'une certaine manière, est vraiment dans la continuité de ça, même s'il a été réalisé en 74 et qu'il s'est passé des choses entre-temps. Alors, juste redire assez brièvement, pour pas être ennuyeux pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais que Brian De Palma, on peut l'identifier comme un cinéaste quand même de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, cette période qui va de Easy Rider de 69 à La Porte du Paradis en 81. Pour certains, donc une parenthèse enchantée ou désenchantée du cinéma hollywoodien, en tout cas un moment où le cinéma hollywoodien quand même s'est réinventé par rapport au cinéma classique. Qui a accédé à une certaine modernité dans les sujets abordés, dans la forme, enfin voilà, qui a cherché à retravailler tous les mythes fondateurs de l'Amérique. Et parmi les cinéastes les plus importants, souvent on cite justement De Palma, Scorsese, Coppola, et puis peut-être dans une autre catégorie, Lucas et Spielberg, qui ont donné une autre sorte de film, mais qui était bien présent et très important. Et je tenais juste à souligner que De Palma, dans cette espèce de peloton de tête, était quand même un peu différent, parce que déjà il a connu le succès sur le tard, il faut attendre Carré en 76, et puis surtout il a commencé assez tôt, puisqu'on a vu que dans les années 60 il a fait beaucoup de films, et qu'il a commencé en étant un cinéaste indépendant new-yorkais, plutôt contestataire, et anti-système si vous voulez. Et ce qui n'était pas vraiment le cas de ces comparses, collègues que j'ai cités précédemment, qui étaient très très cinéphiles et qui cherchaient quand même d'une certaine manière à trouver une continuité avec le Hollywood classique. De Palma, lui, n'est pas un cinéphile de la première heure, de l'enfance, etc. Son premier choc cinéphilique, c'est Vertigo en 58, quand il était étudiant. Mais à la base, c'est plutôt en fait un scientifique. Il a des affinités avec la science. C'était une sorte de... il faisait des concours de sciences à l'école. Il est allé à la fac Columbia University à New York en sciences, justement. Et donc, c'est assez... un parcours, en tout cas, pas commun, je pense, pour un si grand cinéaste, d'arriver, justement, sur le tard, d'une certaine manière, entrer dans le monde de l'art et puis du cinéma. Donc on reparlera de tout ça, bien sûr. Et puis aussi, je vais redire cet élément traumatique de sa biographie qui est connue, donc c'est pas du commérage, c'est quelque chose qui s'est passé dans son adolescence et qui est très important pour comprendre le personnage et ses films, je crois. C'est le fait que lorsqu'il était adolescent, sa mère en fait savait que son père le trompait et elle avait besoin de preuves pour pouvoir divorcer, et elle a demandé à son fils de suivre son père et de lui rapporter des preuves photographiques de l'acte. Et donc le jeune De Palma, qui était le frère cadet, en fait, s'est remarquablement exécuté. Donc il a pris son père en filature, il a pris des photos, il a fini par le prendre en flagrant délit d'adultère. Et donc, si vous voulez, pourquoi je vous raconte ça, c'est que on voit bien que dans cette situation, il y a des ingrédients en fait, qu'on va retrouver dans ces films. Il y a l'ingrédient tout simplement du voyeurisme, qui forcément était en jeu, d'un certain rapport aussi à la sexualité, puisque effectivement elle est mise à distance et fantasmée, etc. Et puis il y a la question de la manipulation avec sa mère, la question plus générale de la filiation, qui, vous verrez, on en reparlera, qui est toujours très problématique, notamment dans Carrie par exemple. Et donc voilà, j'ajoute au passage que son père était chirurgien orthopédiste, et que donc souvent on évoque le fait que De Palma ayant assisté à des opérations sanglantes, ça l'a un petit peu préparé
comment dire, à nous faire voilà, des spectacles parfois un petit peu excessifs en termes sanglants. Bon, enfin donc tout ça pour arriver à vous dire, j'espère que je suis pas trop long, que donc après Haimom, De Palma, il a donc rencontré quand même des petits succès en tant que cinéaste indépendant, et la Warner en fait lui propose de réaliser un film à Hollywood, donc de quitter la côte est, etc. Et de réaliser un film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit, qui est un échec cuisant pour De Palma, puisqu'en fait il va être dépossédé du film, ça va mal se passer, on va remonter le film à sa place, on va retourner certaines séquences, le film va être mis au placard, puis ressorti 3 ans plus tard pour être mal exploité, etc. Donc c'est un très mauvais souvenir. Je prends 2 secondes quand même par rapport à Phantom of Paradise, c'est intéressant, parce que c'est un moment où De Palma s'est confronté, si vous voulez, au système des studios, aux puissances de l'argent, aux décideurs, etc. Et en tant qu'artiste, s'est trouvé, si vous voulez, manipulé, impuissant et floué. Et donc c'est exactement ce que raconte Phantom of Paradise, au fond. Et j'ajoute que par rapport à ce film, l'histoire même de Get to Know Your Rabbit raconte d'une certaine manière la trajectoire d'un jeune homme qui plaque tout, qui plaque son travail. Il travaille dans une grande entreprise un petit peu anonyme, déshumanisée, pour se consacrer à son hobby de magicien. Donc en gros, il veut développer ses talents de magicien, il part sur la route, etc. Et il finit dans le film, dans le scénario, par être rattrapé par le système, si vous voulez, marchand, c'est-à-dire qu'il a un ancien collègue qui vient, je crois, lui proposer d'intégrer une entreprise pour vendre ses spectacles. Donc l'industrie du spectacle le rattrape à la fin et il se retrouve finalement à nouveau employé dans un espèce d'énorme truc déshumanisé. Et voilà, et donc c'est tout ça pour dire que cette thématique, en tout cas, la question de l'industrie, en fait, du spectacle en général, vis-à-vis de l'indépendance des artistes, est déjà un sujet qui travaille De Palma. Et de toute façon, Phantom of Paradise, il avait commencé à avoir l'idée en 1969. En fait, l'idée de base, l'idée lui est venue en prenant l'ascenseur. Quoi, il peut se passer des trucs incroyables dans les ascenseurs. Non, en fait, il a pris l'ascenseur et puis il a entendu une musique. La musique d'ascenseur, en général, c'est pas quand même le truc le plus extraordinaire du monde. Mais là, on diffusait une chanson des Beatles, Day in the Life. Et en fait, ça l'a choqué parce qu'il s'est dit, bah voilà, finalement, les Beatles, c'est une de leurs plus belles chansons. Et elle se retrouve diffusée dans un ascenseur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez écœurant, en fait, si vous voulez, de voir l'exploitation en fait d'une chanson qui certes est une chanson populaire, mais qui est quand même une expression artistique assez haute, se retrouver réduite au niveau d'une musique d'ascenseur, parce qu'il faut bien l'exploiter, y compris dans ce domaine-là. Donc en fait c'est une prise de conscience de comment le système économique et culturel, etc., va presser le citron jusqu'au bout. Voilà, donc on va le voir encore dans Phantom of Paradise. Donc j'ajoute juste, avant de venir au film, que j'ai sauté en fait dans la sélection de films, j'ai sauté un film qui peut paraître important, qui est Sort de sang en 73, et qui est son premier film, son premier thriller hitchcockien, dans la veine hitchcockienne, et qui est finalement le créneau que De Palma va emprunter pour accéder au succès commercial et la reconnaissance du public. C'est vraiment, il a trouvé là, si vous voulez, dans ce film qui est finalement le créneau, oui, du thriller horrifique, alors c'est plus que de l'influence, en fait, c'est-à-dire qu'il va reprendre en fait des figures entières du cinéma hitchcockien, des thématiques, Fenêtre sur cour, Psychose, etc. Et il va les retravailler pendant de nombreux films et faire des choses extraordinaires avec, mais ça va être un petit peu sa marque, et puis aussi c'est un peu sa malédiction, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois qu'il se lance là-dedans, c'est un film indépendant, pas produit par un studio, et qui a un petit succès, une petite reconnaissance quand même déjà. Et il enchaîne avec Phantom of the Paradise, j'y viens enfin concrètement, qui est un film qui produit de manière indépendante pour $600 000, donc c'est pas une somme énorme,
dans laquelle il va quand même faire jouer Paul Williams. Alors aujourd'hui, on l'a sans doute oublié, mais enfin, c'était un chanteur relativement célèbre à l'époque. Il y a William Finlay qui joue dedans, qui était un de ses camarades comment dire, de fac, et qui avait déjà joué dans ces films et qu'on retrouvera par la suite. Qui avait joué dans un court-métrage qui s'appelle Wotan's Wake, qui est aussi une préfiguration de Phantom of Paradise et que vous pouvez voir sur YouTube gratuitement. Et Jessica Harper, qui est assez peu connue comme actrice, mais elle a 2 titres de gloire absolue pour les fans de cinéma fantastique et de genre. C'est celui-là, Phantom of Paradise, et le film d'Argento, qui va tourner 2 ans plus tard, qui est Suspiria, voilà, probablement un des plus grands films du genre. Alors, voilà pour les acteurs. Sinon, moi, pour l'histoire, je sais pas, qui a déjà vu le film? Ouais. Ah ben en fait la moitié, voilà, donc, mais peut-être pas en salle, je sais pas si vous l'avez vu en salle. Voilà, donc ça va être un grand moment. Et donc, oui. Alors, juste pour introduire le film, je peux vous dire que c'est un film qui est très compliqué en fait parce que ça part dans tous les sens, mais en gros vous avez une structure narrative qui est calquée sur le fantôme de l'opéra. Hein, bon, Phantom of Paradise, c'est pas compliqué de faire la comparaison, mais c'est vraiment voilà, calqué sur la trame narrative du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, qui a déjà été adapté plusieurs fois à Hollywood. Mais il y a également, De Palma va ramener dans cette histoire qu'il adapte dans le milieu de l'industrie du rock. Il va ramener également le mythe de Faust, donc c'est cette personne qui avait vendu son âme au diable en échange d'éternelle jeunesse, et puis aussi le récit du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, avec ce portrait qui vieillit à la place du protagoniste. Donc il y a quand même c'est un film au-delà de ça, au-delà de cette histoire, qui ne cesse en fait de ramener des références, de procéder à des greffes en permanence et de prendre les choses et de les tordre, etc., de reprendre ce qui existe déjà, de faire d'une certaine manière en fait une espèce de gigantesque entreprise de recyclage. Et toute la question du film, ça va être ça, parce que vous allez voir que alors justement le problème, c'est que c'est un film musical et ce qui mélange des genres, horreur, musical, comédie, parodie. C'est une satire, hein, globalement c'est une satire de l'industrie musicale tout simplement. Ça c'est un truc basique par rapport à ce film, mais c'est ce qui le rend aussi un peu compliqué à percevoir. Et d'ailleurs quand le film est sorti, ça a été un échec parce qu'il était très mal vendu. Le studio qu'il avait acheté l'avait acheté 2 millions de dollars, ce qui était beaucoup pour l'époque. C'est la Fox qui l'avait acheté. C'est-à-dire que les gens, en fait, que les acheteurs potentiels qui voyaient ce film étaient très intéressés et pensaient qu'ils allaient vraiment faire beaucoup d'argent avec. Parce que c'était quand même la mode à l'époque, hein, des films genre opéra rock, ce genre de choses. Et donc, en gros, on se disait, bah là, voilà, il y a de la matière, quoi. On va vendre ça aux adolescents, ça va cartonner. Et en fait, pas du tout, parce que le film, justement, on va le voir, et on en reparlera après, a une tonalité quand même assez, déjà très parodique, satirique, que les teenagers n'ont pas saisi. Et au niveau de la communication, en fait, ça a été très compliqué de vendre le film sur ce qu'il était vraiment, parce que c'est un film, voilà, je pense, qui est finalement assez difficile à saisir. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il faut quand même qu'on voit le film. J'espère que ça vous plaira et que vous resterez après le film pour faire part de vos remarques. Et je vous souhaite une très bonne séance et à tout à l'heure. Voilà. Alors, qui a repéré Sissy Spacek au générique de fin? Sissy Spacek qui incarne Carrie. Oui, parce que son mari, c'est Jack Fisk, c'est celui qui a fait les décors, je crois. Voilà. Bon, enfin bref. Enfin, c'est quand même pas évident de venir parler après ce film, parce que c'est quand même beaucoup de choses à digérer, en fait. Donc, je vais essayer. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Voilà, ou sinon je peux commencer, et puis comme d'habitude, on enchaînera de cette façon. Alors je me faisais la remarque, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression que les sous-titres ont été conservés tels qu'écrits à l'époque, parce qu'il y a vraiment des expressions
typique des années 70. Je trouvais ça assez drôle. Bon, enfin, ceci dit, alors, juste pour finir dans les petites anecdotes légères, la fin du film que vous voyez peut paraître un petit peu étrange parce que après cette espèce d'énorme séquence hyper chaotique du concert final, on bascule en fait sur un générique limite guilleret en fait, avec un espèce de résumé du parcours de chaque personnage. En fait, à l'origine, De Palma avait prévu de montrer la séquence de l'enterrement de Biff et de mettre la musique que vous entendez, la musique finale, par-dessus. Et puis il s'est dit que c'était bien, en fait, après une séquence aussi traumatisante que celle du concert, d'enchaîner sur un générique qui nous sorte d'une certaine manière en douceur un petit peu de ce maelstrom, et qui nous disent aussi que finalement, si on n'avait pas compris, mais que tout ça est du cinéma, et que voilà, de revenir en fait sur les acteurs, c'est aussi une façon peut-être d'appuyer ça. Alors moi je trouve, en revoyant le film à chaque fois, je le trouve formidable, et je trouve qu'il passe comme un charme. Il dure 1h30, ce qui est très court aujourd'hui pour un film, hein. Quand vous allez voir un film au cinéma, c'est minimum 2 heures. Je parle même pas des Marvel où vous en prenez pour 3 heures, etc. Et qui raconte même pas la moitié de ce qui se passe là-dedans. C'est ça qui est quand même ahurissant, c'est de voir un film aussi court qui raconte autant de choses, quoi. Moi, ça me fait penser à certains films du début des années 30, comme je me rappelle, on avait projeté ici un film de William Wellman qui s'appelait Heroes for Sale, et film qui faisait un quart d'heure, non, peut-être pas exagéré, 1h15, pardon, et qui en fait racontait l'épopée d'un homme qui traversait tous les problèmes de la dépression aux États-Unis, mais on avait vraiment l'impression que le film durait 2 heures, quoi, parce qu'il racontait énormément de choses à une vitesse et un rythme échevelé, et il s'attarde pas sur les questions de les explications, les enchaînements de séquences, etc. Il y a beaucoup de séquences qui s'enchaînent d'une façon extrêmement rapide en faisant des ellipses. Voilà, je trouve ça vraiment admirable, et puis on a vraiment l'impression d'avoir un film qui a un véritable alors travail d'orfèvre, je dirais peut-être pas jusque là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais chaque plan est quand même composé avec une immense méticulosité. Après, il a les limites de son budget quand même, hein. Ça se ressent un petit peu là au niveau de l'image. Évidemment, on est en 74 et c'est pas tourné en 70 mm, hein. Et puis bon, de temps en temps, les effets spéciaux évidemment ont vieilli, ça c'est un petit peu forcé, voilà. Alors, moi je voudrais attaquer un petit peu sur la musique, parce que je vous avais dit, ce film a été je crois que je vous l'avais dit, ce film a été un échec au box-office. Il a marché seulement au Canada, bizarrement, je ne sais pas si pourquoi, mais il a marché aussi un peu en France, mais il est surtout devenu culte en fait au fur et à mesure des années, et probablement aussi grâce à la vidéo, la VHS, etc. Et par contre, le disque, lui, a très bien marché. Il s'est très bien vendu. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais il a été il a été dans les ventes les plus importantes au Canada encore, mais aussi aux États-Unis. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est surprenant, c'est que pour un film qui se veut quand même très satirique, et qui présente finalement des versions assez parodiques de chaque genre de musique, on a quand même beaucoup de plaisir à écouter tous ces morceaux, il me semble, surtout composés par Paul Williams, bien sûr. Et je trouve que c'est une caractéristique de ce film d'à la fois être dans la parodie, la critique, etc. Ça, on va creuser tout ça, mais à la fois aussi dans le plaisir et aussi dans l'émotion, hein. Je crois que je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais pour moi le final en fait est un parfait mélange en fait de pathos et de ridicule en fait. Il y a vraiment un mélange assez incroyable. Et alors c'est un film, moi j'ai le souvenir quand je l'ai vu adolescent en fait de pas avoir tout perçu bien sûr au niveau des différentes couches de sens, etc. Mais d'avoir été extrêmement touché par l'histoire en fait, finalement, à un premier degré si vous voulez. Donc c'est un film qui peut s'apprécier à plusieurs degrés. Alors ce que je voulais dire sur la musique aussi, c'est ce qui est dommage avec cette copie que vous avez vue. Il y a certaines éditions DVD ou Blu-ray qui vous donnent en fait les sous-titres traduits en français des paroles. Et là c'est dommage parce que, alors typiquement, si vous prenez la première chanson des Juicy Fruit, celle qui ouvre le film,
En fait, je vous le dis en 2 mots, pour ceux qui peut-être n'ont pas comment dire, entendu bien les paroles et voilà, traduit. C'est l'histoire donc ça raconte l'histoire donc d'un certain Eddie qui est un chanteur et qui gagne pas assez sa vie parce qu'il n'est pas assez connu. Sa sœur tombe malade, a besoin d'une opération qui coûte très très cher parce qu'évidemment on est aux États-Unis. Et pour payer cette opération, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il se dit, je dois vendre le plus de disques possible. Pour faire ça, il faut que je fasse le buzz, enfin je crée un événement sidérant. Et il dit, je vais me suicider, comme ça va faire la une, et les gens vont acheter mes disques. Il se suicide, il vend 1 million de disques, je sais pas quoi, il gagne de l'argent, et donc sa sœur peut être opérée. Et c'est ça qu'ils sont en train de chanter, les Juicy Fruits. Pendant qu'il y a les comparses qui sont en train de fumer des joints, faire semblant de cogner quelqu'un dans le public, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout le programme en fait, du film qui va suivre tout son discours en fait, est contenu dans cette séquence. C'est-à-dire que des faux semblants et le programme cynique, en fait, si vous voulez, de l'industrie, finalement. Et puis le jeu avec la mise en scène de la mort, etc. Et je trouve ça assez fascinant dans cette séquence, la manière dont De Palma quand même reste plutôt en avant-plan sur le chanteur et en arrière-plan en fait organise ces petits manèges un peu, à moitié glauques finalement avec les 2 blousons noirs. Donc je vous ai dit, à un moment donné, ils font semblant de fumer un joint, à un moment donné, ils vont cogner un type dans le public, et à un moment donné, il y a une espèce de tentative de viol quand même d'une fille dans le public. Donc c'est quand même très très sinistre en fait. Mais tout ça passe, on le perçoit, ou peut-être pas à la première vision, je ne sais pas, en fait ça va très très vite. Mais en quelques minutes finalement, De Palma a posé le décor, quoi. Voilà, il me semble, quoi. Donc ça me paraissait une première remarque assez importante. Après, il y a, moi, pour aborder le film, on pourrait en parler des heures, décortiquer chaque séquence, etc. Moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de le prendre en fait par rapport au discours anti-système que je vous décrivais un petit peu au début, c'est-à-dire en fait qui fonctionne en fait sur l'opposition entre les 2 personnages principaux, Swan et d'abord Winslow Leach et ensuite le fantôme. Donc un petit peu avec cette idée de Swan, donc celui qui a le pouvoir, l'industriel, et l'exploitant, si vous voulez, et pour reprendre une terminologie marxiste, celui qui est exploité, donc le chanteur, le jeune chanteur idéaliste, qu'on voit suivre d'ailleurs après les Juicy Fruits. Alors Juicy Fruits, pour ceux qui parlent pas bien anglais, c'est les fruits pressés, mais en français on dirait les citrons pressés jusqu'au bout, puisqu'ils sont réemployés dans plusieurs groupes différents, etc. Et puis donc après on a Winslow Leach qui est censé être incarné d'une certaine pureté. Voilà, le jeune compositeur, chanteur, idéaliste, etc. Quand même un peu ridicule, il faut avouer, mais aussi assez touchant. Et avec ces lunettes en cul de bouteille qui incarnent parfaitement le héros de palmien classique, c'est-à-dire celui qui est un peu le gros nigo qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Et donc littéralement avec ses lunettes, déjà il a du mal à comprendre ce qui se passe autour de lui, quoi. Donc lui, on est du côté de l'exploiter, si on parle en termes économiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est la première phase, finalement, si on est sur la question de la contestation du système, puisque il se fait voler sa musique, et finalement, comment il va faire pour la récupérer, pour se venger. En fait, il va avoir recours à une forme de terrorisme, comme on a vu dans High Mom, c'est-à-dire poser une bombe. Donc en fait, vous avez vraiment une reprise de ce geste-là qui est un peu, qui est un recours extrême évidemment, mais qui n'amène à rien de toute façon, mais qui reprend en fait, si vous voulez, les codes de la contestation extrême de l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que assez vite,
cette tentative en fait de Winslow en fait de venir saboter en fait de l'intérieur le système, on voit que très vite en fait elle aboutit à rien. Et là il faut se poser la question finalement que le film déploie de comment fonctionne en fait ce système et où se situe le pouvoir. Alors ça c'est la grande question, je crois. D'abord, remarquez que Winslow, quand il revient et qu'il se trouve un déguisement, il ne prend pas n'importe quel déguisement, en fait, il prend on en avait un tout à l'heure parmi nous, il prend un déguisement d'oiseau, donc je ne sais pas si ça ressemble à un cygne, enfin en tout cas voilà. Et puis voilà, en faisant ça, si vous voulez, il devient, bon, certes le fantôme de l'opéra, mais il devient aussi, d'une certaine manière, un double de Swann. Et ça, c'est le truc en plus. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir l'histoire fantôme de l'opéra classique, mais on a en plus ce dédoublement, si vous voulez. C'est-à-dire que le geste de révolte, en fait, est mal parti, puisque dès le départ, en fait, il prend l'apparat en fait de son adversaire, quoi. Donc ça c'est un truc qui me paraît très important de repérer. Alors après sur la question du pouvoir, la manipulation, il y a plein de choses qui sont de toute façon très évidentes que tout le monde a vu. Moi j'aurais envie en fait pas forcément de lister, si vous voulez, en termes d'histoire, de ce qui se passe d'un point de vue narratif, mais d'essayer de faire quelques remarques sur la manière dont c'est filmé. Alors vous avez vu d'une part en fait qu'il y a une omniprésence de caméras partout, et qui est là pour asseoir effectivement la volonté de contrôle permanente de Swann. Là, il faut dire aussi que ça, en parenthèse quand même, que ça renvoie la référence de ça, en fait, c'est probablement le personnage du Dr Mabuse chez Fritz Lang. Je ne sais pas si certains ont vu le Testament de Dr Mabuse et puis d'autres versions qu'il a faites, dans laquelle le Dr Mabuse incarne une entité, enfin un personnage maléfique, insaisissable, qui perpètre des crimes, des attentats, des assassinats à distance, en donnant des ordres à distance, en se servant de la technique. Notamment dans le Testament, Dr Mabuse, il se sert beaucoup, je crois, de mémoire de la radio. Enfin tout ça, en fait, passe par la médiation technique. Et c'est ce qu'on retrouve chez De Palma. Évidemment, il le mélange avec tout le mythe de Faust, etc. Alors, par rapport à ça, il y a aussi un truc hyper important dans la manière de filmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment Swann apparaît pour la première fois à l'écran. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est au tout début du film, bien sûr. Mais on a le générique avec l'oiseau mort et puis la voix off qui nous parle de lui. Donc en fait, on entend parler de lui d'abord. En parenthèse, c'est la voix de Rod Serling, c'est celui qui faisait la voix de la 4e dimension. Et ensuite, on voit donc la chanson, les Juicy Fruits. Et on voit les gants, c'est ça? Bah oui, c'est un regard caméra en fait au début, c'est-à-dire qu'on est à la place de Swann effectivement, et ça c'est un détail hyper important. D'abord, le chanteur des Juicy Fruits, quand il finit sa chanson, en fait, il s'adresse à un miroir, donc en fait il se voit lui-même d'une certaine manière. Et puis nous, quand on bascule de l'autre côté du miroir sans teint, donc on est en caméra subjective. Et c'est hyper important parce que ça veut dire que le lieu du pouvoir en fait est assimilé à la caméra d'une certaine manière au réalisateur. Alors je sais pas si De Palma à un moment donné c'est forcément peut-être un peu fantasmé là-dedans. Le réalisateur est quand même quelqu'un qui a la maîtrise de tout. Mais ce qui est important aussi, vous l'avez dit, je crois, c'est que nous en tant que spectateurs en fait on est associés à ce regard. Et ça, c'est hyper important. Et donc, il faut bien voir que quand Winslow en fait, revient pour se venger, c'est pareil. Quand il pénètre dans la salle de concert pour aller chercher son masque, et ben c'est pareil, il est en caméra subjective en fait.
En fait, donc le moment où il va, si vous voulez, contester ce pouvoir, il va en prendre en fait les attributs et la maîtrise de la caméra et du regard, et il nous embarque avec lui. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que non seulement De Palma va situer le lieu du pouvoir qui est celui de la caméra, de la vision, de la mise en scène, si vous voulez, mais il va établir une équivalence du coup entre les deux. Ce qui est assez surprenant parce qu'on aurait pu rester sur une histoire de vengeance beaucoup plus simple et binaire et avec une opposition beaucoup plus claire, quoi. Et pour terminer, en fait, il y a quand même le troisième personnage important de Phoenix qui, lorsqu'elle chante sa première chanson sur scène, vous savez, avec le chapeau, là où elle fait une danse un peu bizarre, et bien en fait, il y a un moment où elle s'avance sur scène. Et pareil, elle fait un regard caméra, c'est-à-dire qu'elle nous regarde nous, et on a vraiment cette sensation qu'elle a compris en fait où se situait l'instance de décision, qui a le pouvoir de décider quel chanteur va vivre ou mourir, et donc elle nous regarde nous, et elle regarde Swan, et nous sommes au même endroit en fait à ce moment-là. Et voilà, je trouve ça assez fort parce que ça donne quand même une assez grande complexité, je pense, aux différentes instances de pouvoir qui évoluent dans le film. Alors, un autre par rapport à ça, peut-être pour finir, Fritz Lang, je n'ai pas la peine d'en reparler, mais juste avant d'arriver peut-être plus vers la fin du film, il y a une séquence, en le revoyant, qui m'a frappé. C'est la séquence où le diable vient tenter Swan. Donc on remonte à l'origine. C'est pareil, dans un film lambda, on aurait eu un personnage avec des cornes, j'en sais rien. Mais en fait, c'est lui-même qui est dans le miroir. Donc encore une fois, c'est une question de double. Et alors le double, c'est vraiment la tarte à la crème, hein, chez De Palma. Quand on parle de Palma, il faut toujours parler du double. Et moi, j'en ai beaucoup entendu parler, et souvent d'une manière un peu, premier degré, c'est-à-dire que oui, on peut repérer des choses en double partout, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Moi, ce que je trouve génial dans cette séquence, c'est que quand Swan, finalement, manifeste le désir de ne pas vieillir, etc., il s'adresse à lui-même, en fait, et c'est pas une instance extérieure, fantasmatique, diabolique. Oui, en partie, parce qu'il y a quand même toute la mythologie derrière que le film charrie, mais principalement, en fait, il renvoie le personnage à lui-même, et donc nous aussi, en fait. C'est-à-dire que le problème, en fait, est entre nous et nous-mêmes, d'une certaine façon, et pas envers une entité maléfique extérieure, quoi. Je trouve ça assez fort. On va retrouver ça de manière beaucoup plus développée si on s'intéresse, je pense, si on arrive à la séquence finale. Et là, c'est la question de la représentation, puisque de toute façon, le film porte sur l'industrie musicale. En grande partie, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ça charrie pas mal en fait d'imagerie un peu dérivée du glam rock. Donc il y a un peu ce truc de phase un peu décadente du rock, que j'aime beaucoup par ailleurs. Enfin, je pense que tout le monde aime David Bowie par exemple, voilà. Mais le glam rock, en fait, il y a aussi beaucoup de choses moins réussies. Enfin bref. Donc on arrive à ce final qui est, moi je trouve assez renversant à tous les points de vue. Et pourquoi alors il est extraordinaire? Pour plein de raisons. Il y a plusieurs axes, mais il y en a un premier qui me paraît très important. C'est le fait que d'un seul coup, en fait, on ne sait plus en fait où se situe le spectacle. Et je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais vous avez de manière, mais dès le début de la séquence, de toute façon, avec les danseurs, la caméra en fait qui filme dans un mode un peu, complètement débridé. On a l'impression de voir du cinéma vérité. Enfin, tout part en vrille. On oublie très vite en fait la séparation entre la salle
et puis la scène en fait, entre les spectateurs et puis les acteurs. Donc tout tend vers ça en fait dans cette séquence. C'est ce moment en fait où les spectateurs vont envahir la scène puisqu'ils ont été complètement subjugués par le spectacle. Ils vont tout envahir, ils vont tout déborder et tout va se mélanger en fait. Et à ce moment-là, on ne sait plus où on se trouve, on ne sait plus où se trouve le spectacle, on ne sait plus où se trouvent les acteurs. Et pour faire ça, De Palma en fait, c'est alors non seulement inspiré, mais il a fait appel à un chorégraphe qui avait travaillé avec lui sur une pièce, qui avait travaillé sur une pièce de théâtre qui s'appelait Dionysus, que De Palma avait filmé en 69, dans laquelle jouait William Finlay, qui incarne le fantôme. Et c'était un peu un théâtre, comme c'était un peu à la mode à l'époque, le théâtre un peu immersif, où justement on essayait de faire rentrer les spectateurs sur la scène, une sorte de mélange un peu comme ça. Et De Palma l'avait filmé, l'avait monté en split screen. Et donc il a fait appel en fait à un des membres de la troupe, je crois, pour faire la chorégraphie à la fin de cette séquence. Donc c'est vraiment inspiré de cette idée du mélange en fait entre les acteurs et la représentation. Donc d'abolir la rampe, etc. Et de faire un mélange comme ça très chaotique. Alors vous allez me dire, bon, à quoi ça sert au fond? J'ai envie de dire, il faut revenir à la fabrication du personnage de Biff. Vous vous souvenez quand il y a cette séquence qui démarre avec un décor à la cabinet du docteur Caligari, décor expressionniste en noir et blanc, avec un groupe qui ressemble à Kiss, mais qui a été fait avant, juste avant, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas inspiré. Enfin, on ne sait pas si Kiss s'est inspiré d'eux, peu importe. Donc là, on est vraiment dans la référence au cinéma expressionniste, quand même, d'horreur, etc. On a dans cette séquence quelque chose d'assez, je trouve, assez sidérant, parce que là, on joue vraiment sur la question du vrai et du faux. Et là, on arrive un peu quand même au cœur du film, je crois. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, ils ont des guitares avec des espèces d'épées au bout, et ils font semblant, pardon. Des faux, pardon. Et ils font semblant de découper des membres dans le public, des mains, des pieds, etc. Et si, je ne sais pas, pour ceux qui découvraient le film pour la première fois, il y a quand même pendant un moment, pendant la première fois, et on coupe une main, on a quand même un petit doute. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'aurait pas quand même vraiment coupé la main de cette dame qui dit hystérique dans le public, etc. Et puis après, bon bah oui, très vite, on voit bien que tout est truqué. Mais quand même, il y a un moment donné, on ne sait pas trop. Ils prennent tous les morceaux du public et c'est avec ça qu'ils fabriquent Biff. Donc, en fait, le problème, c'est que tout se passe en même temps qu'il y a une musique hyper entraînante. Donc, je ne sais pas s'il y a une première vision, on peut analyser tout ça. Bon, enfin, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que c'est le chanteur est fabriqué à partir des morceaux du public. Donc là encore, en fait, on a la question du double, du dédoublement. C'est-à-dire qu'en fait, le chanteur n'est qu'une image, hein, quelque part, du public. Et donc, quand vous avez Biff qui est fabriqué donc par qui cousu, etc. Vous vous souvenez, ensuite, le fantôme envoie une espèce de néon électrique et le fait mourir donc sur scène. Et ce moment, en fait, enfin moi, je trouve très drôle Biff, mais entre parenthèses. Mais ce moment est génial parce que effectivement, c'est là que d'ailleurs Swan réalise que oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que en fait, faire un événement qui semble du spectacle pour les spectateurs, mais en fait qui est vrai. Mais j'avais envie de dire, on peut inverser, c'est-à-dire que bon, après on rentre dans les analyses de Guy Debord, mais des trucs de l'époque, mais vous savez la formule, le vrai est un moment du faux, ou l'inverse, et peu importe, parce que de toute façon la question c'est qu'on n'arrive plus à situer en fait ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est l'indistinction en fait qui devient importante et qui est la source finalement de l'excitation et du spectacle qui
qui se génère lui-même en fait à la fin. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc capital en fait que De Palma commençait à dire finalement quand il faisait Haimom, son discours sur les images, sur la façon dont comment dire, le spectacle est fabriqué en fait à cette époque-là. Et je crois que là, ce qu'il est en train de dire, c'est que le spectacle avale tout finalement, et qu'il quitte le domaine de la représentation. C'est-à-dire que à la fin, si vous faites le bilan du film, entre Swann et le fantôme, qui a gagné? Bon, bah, les deux sont morts, donc on a envie de dire soit on dit égalité, je sais pas, ou non, en fait, qui a gagné, ben, on peut dire que c'est le spectacle qui a gagné, puisque à la fin, tout le monde est hystérique dans la salle, tous les gens sont hyper contents, que les gens soient morts ou pas, peu importe, est-ce que c'est un maquillage, est-ce que c'est vrai, de toute façon, tout le monde danse et ça continue. Et si vous voulez, il y a vraiment cette idée derrière, parce que le film a l'air un petit peu détaché de toute réalité, mais il y a quand même, je crois, un commentaire sur la société en fait américaine qui a complètement congédié en fait la réalité, quoi. C'est-à-dire que c'est le spectacle en fait qui prend la place de tout. Alors ça peut paraître un peu grandiloquent peut-être dit comme ça, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et je vais peut-être du coup finir mon intervention en parlant aussi de la dernière grosse référence qu'il faut aborder par rapport à ce concert final, en fait, qui est que c'est une mise en scène d'attentat et qu'il y a quand même un lien assez fort avec l'attentat l'assassinat de JFK en 63. J'en avais parlé un petit peu à la séance précédente, parce que de toute façon c'est une problématique qui obsède De Palma, comme elle a obsédé la majorité des Américains à cette époque. Mais là j'ai une citation de Palma où il dit que l'assassinat de JFK est la chose la plus spectaculaire et divertissante, au sens de entertainment aux États-Unis, que j'ai jamais vue, à une échelle inédite. Je suis resté devant la télé pendant des jours et des heures. Et en fait, si vous voulez, il y a quand même déjà derrière cette idée que le spectacle en fait de l'assassinat, qui est d'abord une information, mais qui est retransmise à la télé, dans tous les foyers, qui est une réalité, mais qui devient en fait du spectacle, en fait devient la chose en soi la plus importante. Et c'est un petit peu, si vous voulez, je sais pas, si on prend l'exemple de la guerre du Vietnam, on sait très bien qu'à l'époque, elle a permis aux Américains de découvrir l'horreur de la guerre, parce qu'il y avait des images extrêmement réalistes qui étaient tournées là-bas et qui étaient retransmises par la télévision. Mais quand même, les gens étaient chez eux en train de regarder la télé, quoi. Donc c'est devenu quand même aussi du spectacle. Il y a cette notion qui est hyper importante. Et si je peux finir juste sur la question de l'assassinat, parce que j'en ai parlé un petit peu, donc je ne veux pas trop me répéter, mais c'est juste de dire qu'en fait c'est un truc connu, mais c'est vraiment un basculement dans l'histoire des États-Unis. Au point de vue politique, c'est évident. Il y a quand même cette personnalité de Kennedy qui a une aura mythique, et puis aussi une dimension pas d'une certaine pureté, mais en tout cas il incarnait un espoir très très fort, quoi. Il y a d'un côté le lancement de la conquête de l'espace, il y a tout ce qu'il a mis en place pour les droits civiques, entre autres choses. Le concert tel qu'il est mis en scène à la fin, donc vous avez le tireur qui se met en place, comme il y avait Lee Harvey Oswald qui s'est mis en place pour assassiner JFK. Vous avez la couleur rose en fait qui est reprise de la robe de Jackie Kennedy. Et vous allez me dire jusque-là, bon, c'est un attentat, c'est une couleur, quoi d'autre? Il y a quand même un truc important, c'est qu'à un moment donné, quand le fantôme enlève le masque de Swann, elle dit Oh my God, what happened to your face? Qu'est-il arrivé à ton visage? Et c'est une phrase extrêmement proche en fait de ce que Jackie Kennedy a dit quand elle a vu que son mari était touché par balle, parce que sa tête a plus ou moins explosé, hein, c'est affreux, mais voilà, c'est ce qui s'est passé.
Donc c'est tout à fait consciemment que De Palma en fait fait revenir ces choses-là. Si vous voulez, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est aussi un commentaire sur donc la personne de Kennedy en tant qu'homme politique qui avait conservé en fait une aura particulière et puis qui représentait une Amérique pleine d'espoir. Il y a un petit peu cette dichotomie. Donc jusqu'à Kennedy, les années 50, tout ça, l'Amérique, c'était l'insouciance, prospérité, tout allait bien. Et puis après, tout a basculé. En fait, si vous voulez, en faisant cette mise en scène de démasquage, en fait, De Palma semble nous dire aussi que peut-être, derrière le masque de l'homme politique, il y avait déjà des choses peut-être pas très jolies. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, effectivement, Kennedy en fait avait aussi des choses à cacher, évidemment. Et puis la guerre du Vietnam a commencé avec lui d'ailleurs, sous son mandat. Il y a ça qu'il faut évidemment souligner. Et puis enfin évidemment la question du régime des images, c'est-à-dire que pendant l'assassinat de Kennedy, il y avait un passant qui s'appelait Abraham Zapruder qui a filmé en Super 8 les quelques secondes pendant lesquelles l'attentat a lieu. Et donc c'est un film qui est devenu mythique, mais qui a été saisi par la CIA immédiatement, et qui, tout le monde pensait qu'il renfermait la preuve, quelque part, de combien il y avait eu de tireurs, etc., comment c'était organisé, et personne n'arrivait en fait à croire à la thèse du tireur isolé, Lee Harvey Oswald. Tout le monde pensait qu'il y avait plusieurs tireurs, qu'il y avait un complot, que la CIA était impliquée, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à savoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a produit en fait dans la société américaine et au niveau de l'utilisation des images. C'est-à-dire que le fait que ça ait été filmé d'un seul point de vue et avec une image difficilement accessible et difficilement lisible, c'est-à-dire que le Super 8 c'est de mauvaise qualité de toute façon, ça fait que ça a créé un manque et un fantasme en fait sur le fait que si on avait pu filmer ça sous une dizaine d'angles, peut-être qu'on aurait pu repérer exactement qui avait tiré de où. Malheureusement, c'était pas possible. Alors, De Palma était un fou en fait, était obsédé par toutes les théories du complot en fait qui ont pullulé en fait autour de l'assassinat de Kennedy. Et il a d'ailleurs incarné ça dans un personnage de son film Greetings en 68. Et ce qui semble nous dire, c'est que d'une certaine manière, en fait, les images ne peuvent jamais nous faire accéder à la vérité. C'est-à-dire, je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est que contrairement à Godard, qui pendant un moment était son modèle, De Palma a toujours dit que le cinéma c'était le mensonge 24 fois par seconde. Pour lui, l'image c'est toujours en fait une construction, une mise en scène, voire même un piège. Et c'est pas possible en fait d'accéder, si vous voulez, à la vérité d'un événement grâce à l'image. Que ce soit en agrandissant une image, en multipliant les angles, etc. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, en fait, Phantom of the Paradise, en fait, à la fin, je reviens un petit peu sur ce que je disais sur la notion de spectacle qui avale tout. Mais si vous voulez, il y a un peu cette idée que, de toute façon, comme la réalité est insaisissable, c'est le spectacle en fait qui va gagner, quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est pas très gai, mais moi c'est comme ça que je l'interpréterai. Voilà. C'est un film qui est assez unique, hein, et c'est vrai que il y a tout un culte qui s'est développé autour, beaucoup d'interprétations, d'images décortiquées, tous les participants ont été interviewés et réinterviewés. Et ça fait partie peut-être des deux films de Palma, moi je dirais, avec Scarface, qui sont
comment dire, qui sont probablement devenus cultes indépendamment de sa filmographie, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui sont fans de Scarface sans connaître De Palma, et Fantôme un petit peu moins, mais il y a quand même un petit peu ça, quoi, sur ce film-là, quoi. C'est-à-dire qu'il a créé un culte, en fait, sans qu'on s'intéresse forcément au réalisateur. Oui. C'est vrai, finalement, comme tu dis, que c'est le spectacle finalement qui vaut, parce que finalement, quand on regarde la chronologie de l'histoire, tout est bancal, c'est-à-dire qu'il tombe dans la rivière, dès le lendemain, il arrive à se relever, enfin je sais pas, il a l'œil, il s'est jamais fait opérer, rien du tout. Finalement, tout est... l'histoire, finalement, on s'en fiche, même si c'est pas logique. Il y a un moment, même le temps, on ne sait plus le nombre de mois qui se passent, il y a des mois, des années. Finalement, le temps est très très raccourci. Et là, il est à nouveau debout, il est cicatrisé, il est prêt à se venger, il vient dans le milieu. Donc en fait, finalement, ça on s'en fiche. Finalement, c'est comme tu dis, le spectacle qui vaut que ça fasse un film à la fin. Oui, oui. Alors là-dessus, quand même, c'est une question de temporalité, quoi. C'est-à-dire que finalement, le film fait beaucoup d'ellipses, ce qui lui permet justement de ne pas répondre à des questions parfois un peu délicates sur un enchaînement logique. Et puis aussi, il fonctionne, à mon sens, pas mal en fait sur des choses qui sont, comme c'est quand même très axé sur la satire, la parodie, en fait, il peut y aller aussi à gros traits et exagérer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont, comme tu dis, complètement invraisemblables. Mais ça passe parce que ça va vite et aussi parce que ça fonctionne à un niveau symbolique. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite en fait, ce qu'il incarne, et finalement ce qu'il incarne est plus fort que la vraisemblance, que le réalisme en fait. Moi, quand il tue Biff, mais ça m'a provoqué un éclat de rire, mais il est quand même en train de tuer quelqu'un, quoi. Puis finalement, on l'aimait bien, ce gars-là. Il le tue et on s'éclate de rire, quoi. Bah oui, mais c'est ce que je te disais sur le film, c'est-à-dire que ça produit des sentiments contradictoires, mais c'est pour moi la grandeur du film, c'est ça en fait, c'est aussi justement de nous faire ressentir deux choses à la fois. Et typiquement à la fin, quand tu as le fantôme, qui est redevenu Winslow en fait, qui rampe par terre, qui est en train de mourir en fait. Donc c'est affreux, et il y a Phoenix qui vient le voir sur ce dernier moment, et puis à côté il y a un type du public qui est en train de l'imiter en faisant le guignol à côté, en marchant à quatre pattes, etc. Il y en a un qui prend son masque, etc. Donc en fait, tu as à la fois ce truc vraiment pathétique et affreux, et en même temps, oui, là c'est le public qui se moque, mais je veux dire que c'est pris en fait dans un maelstrom de contraire, quoi, aussi, et que de toute façon, voilà, ce qui ressort de ça, et encore une fois, c'est que c'est le spectacle que ça donne globalement en fait, et que de toute façon là, on peut vraiment pas situer en fait quelque chose de réel quelque part, quoi. C'est vraiment c'est 74, donc il a ouais. Oui, alors effectivement l'espèce de boîtier qu'il a, je crois que ça a inspiré George Lucas, ouais. De toute façon, ils étaient très, très amis. Hein. De toute façon, avec George Lucas, ils ont fait le casting de Carrie et de Star Wars ensemble. Voilà. Et donc après, George Lucas a montré son film à De Palma, Star Wars, donc le premier. Et De Palma, en sortant, il lui a dit « Mais c'est quoi ces conneries sur la Force? On comprend rien. » Bon, il n'a pas eu beaucoup de flair là-dessus, mais moi, ça me fait toujours rire. Voilà. De toute façon, De Palma, en tout cas, était quand même très fort pour le casting. Hein. Faut quand même repérer des gens comme Jessica Harper, puis même tous les personnages sont géniaux. Il y a vraiment cette idée, de toute façon, on le verra, ça chez De Palma, exemplairement dans Blowout, il y a vraiment cette idée qu'en général, les personnages secondaires, en fait, sont souvent des projections ou des dédoublements du personnage principal. Et ça, c'est un truc assez déstabilisant, mais on en reparlera. Mais c'est une façon de dire aussi que la société dans laquelle on vit, en fait, est une société où tout le monde est un peu refermé sur soi, hein, finalement replié sur soi. C'est-à-dire quand on parle de double, il y a quand même l'idée de repli, en fait. Hein, comme on replierait un miroir pour se voir.
Et donc sur la question des médias par rapport à aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que, alors bon, ça Jean-Baptiste Ray en a très bien parlé dans son livre, hein, vous pouvez lire 26 secondes qui ont éclaboussé l'Amérique, ça s'appelle. Ça parle de l'attentat de JFK où il explique bien mieux que moi en fait toutes les répercussions esthétiques, politiques, etc. Et il met en regard en fait les attentats du World Trade Center parce que en fait World Trade Center c'est un moment donné. C'est un moment où il n'y a pas eu une personne qui a filmé en Super 8. Il y a eu, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines de caméras qui ont tourné à ce moment-là. Résultat des courses, est-ce qu'il y a eu moins de complots après le 11 septembre qu'après JFK? Bon, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que ça a quand même posé pas mal de problèmes aussi. Et ce qui conforte De Palma dans le fait que, pour lui, il l'a beaucoup dit en interview, que de toute façon, tout ce qui est véhiculé par les médias en fait n'est que du mensonge en fait et n'est que de la mise en scène et s'il y a des trucs vrais qui passent de toute façon ils sont automatiquement recyclés en fait, c'est du recyclage permanent et ça en fait ça c'est ce que le film dit par rapport à l'industrie, et là c'est l'industrie musicale mais De Palma en fait vise probablement l'industrie du cinéma aussi, c'est en fait que c'est ce qu'il disait déjà en fait un petit peu dans Haimom, ce que j'avais essayé d'évoquer en fait, c'est-à-dire que si vous voulez la marchandisation du monde en fait et des choses, c'est étendu en fait jusqu'aux images et y compris jusqu'au comment dire, j'ai envie de dire jusqu'aux sentiments des gens, jusqu'à la sexualité quand on a affaire à la pornographie dans Haimom et au voyeurisme en fait qui voilà qui et puis oui, effectivement, les images sont devenues une marchandise comme les autres, mais du coup, toutes les images, donc les images également d'actualité. Hein. De toute façon, c'est l'infotainment, c'est devenu ça après. Mais finalement, tout ce qu'on vit aujourd'hui avec les fake news, en fait, c'est pas si éloigné des problématiques de cette époque, quoi. Enfin, ce qui est fascinant, en fait, quand on revoit ce genre de film, c'est de constater à quel point ils ont déjà bien analysé en fait la situation, quoi. Alors. Ce qui est bien fait, c'est qu'on voit d'abord lui donc qui regarde finalement, donc qui est le voyeur et qui analyse, et après il y a la deuxième couche où il y a la caméra qui est en train, en fait il y a l'autre en bas qui est en train de regarder. Oui, encore une fois, c'est le court-circuit. Bon, déjà au départ il y a la question du voyeurisme typique de Palma, un truc un peu pervers là. Puis alors en fait il regarde, mais en fait il est regardé, et l'autre jouit du fait qu'il est regardé. Et donc c'est un truc complètement en court-circuit. Encore une fois, c'est du redoublement en fait. Enfin, voilà. Et tout est refermé sur soi-même en fait. Et Phoenix, bon, mais de toute façon, mais la scène est très belle en même temps. Elle est assez, encore une fois, elle est assez pathétique. Moi, je sais pas, la première fois que j'avais vu le film, j'étais subjugué de toute façon par beaucoup de séquences, mais le moment où il se suicide, j'étais persuadé qu'il était mort, que c'était fini, et voilà. Bon, après, quand on le revoit, il y a, enfin, peut-être j'étais trop jeune, je sais pas, trop naïf, mais quand on le revoit, moi, j'apprécie beaucoup justement le côté, comment dire. Non, mais comment dire, oui, l'aspect caricatural, satirique en fait, quoi. De ce personnage de Swan qui est quand même incroyable aussi. Enfin, faut quand même aller chercher Paul Williams. C'est quand même, on penserait pas du tout. Enfin, là, en termes de casting, c'est un coup de génie quand même parce que il est quand même pas très beau. Enfin, je sais pas. Enfin, à la limite, quand il est jeune, peut-être, il est un peu beau gosse. Mais là, quand il est avec sa grosse moumoute, là, ses lunettes et tout ça. Puis il est pas gros, il est tout petit. Enfin, donc c'est marrant d'avoir pris ce type-là. Et pourtant, c'est génial, ça marche super bien. Il a une voix incroyable avec ses dents, là, son truc. Moi, je trouve que c'est un choix extraordinaire. De toute façon, moi, j'adore ce film, en fait. Mais quand même, il a des petits défauts. Même, de toute façon, De Palma disait, je crois, oui, en gros, c'est exactement ce que je voulais faire à 88%. En tout cas, les 12%. Bon. Mais effectivement, on voit bien que techniquement, parfois, ça pêche un peu. Je pense parce qu'il n'a pas eu les moyens qu'il voulait, mais y compris, voilà, il y a des split screens qui sont un peu flous, il y a des trucs, voilà. Mais pour l'argent qu'il avait, c'est extraordinaire de précision, de toute façon. Je veux dire, il y a vraiment, enfin, c'est millimétré, quoi. Je veux dire, le montage, les cadres, tout. De toute façon, quand il donnait les rushs à son monteur,
il savait comment fallait monter, quoi. Alors c'était pas John Ford qui tournait très peu, c'est pas ça, mais c'est qu'il tournait les séquences d'une telle manière qu'on pouvait les monter que d'une façon possible, en fait. C'était pensé à la base, le montage était pensé à la base. Il y a un bouquin de son monteur qui s'appelle Paul Hirsch, qui est passionnant, qui parle de son travail à la fois, parce qu'il a été à la fois monteur de De Palma, sur de nombreux De Palma, et aussi monteur sur les Star Wars. Donc il était des deux côtés de la force. Et c'est passionnant ce qu'il raconte. Et il explique qu'il a commencé à travailler avec lui sur Greetings ou I'm Home, je sais plus. Enfin, et effectivement, il disait, de toute façon, au bout d'un moment avec De Palma, je savais très bien ce qu'il voulait, il n'y avait pas d'hésitation, quoi. Et il me donnait les rushs et puis il venait voir à la fin et il corrigeait très peu de choses, quoi. Donc c'est ouais. Je pense que le film, en fait, ce qui nous marque, c'est qu'effectivement on voit qu'il manque de budget, donc il n'est pas parfait, mais c'est ce qui le rend en même temps touchant parce qu'on sent sa passion du cinéma et il y met toute son imagination, il y a des moments de génie dans les images visuelles. Je pensais notamment l'œil de Winslow qui regarde celle qu'il aime embrasser Swan. Et c'est une séquence qui dure quand même assez longtemps. Et visuellement, avec la pluie qui tombe, le flou, enfin, c'est quand même. Je trouve qu'on sent cette passion en fait à chaque image, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Oui, et puis j'en profite pour dire qu'il y a beaucoup de. Comment dire, il déploie en fait beaucoup de figures de style en fait, à une vitesse telle que voilà, ça va très très vite, donc c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup, pour moi, ça me fait beaucoup penser en fait aussi au cinéma muet parfois. Et là, ce que vous dites sur l'œil de Winslow Leach qu'on voit, évidemment, le casque est très bien fait parce qu'il ne reste plus qu'un œil, donc c'est l'œil de caméra en fait, de toute façon. Mais cette séquence est très belle quand il est sur le toit, ce que je disais. Mais en même temps, il y a quand même aussi le côté satirique, caricatural de De Palma qui est toujours là. En fait, il a quand même la main lourde, c'est-à-dire que c'est quand même le haut d'un espèce d'immense château. Il y a une pluie battante, il y a des éclairs, les caméras sont énormes. Enfin, quand on y pense, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont à gros traits, en fait, et qui ne devraient pas marcher en fait ailleurs. Il faut quand même bien le dire, c'est qu'il y a quand même une magie de Palma, c'est que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques qui lui ont reproché par la suite, justement, d'être grossier, d'être vulgaire, etc. Mais dans celui-là, ça va. Bon, c'est plus dans les années 80 peut-être qu'on va lui reprocher ça. Mais là, de toute façon, quand vous prenez le personnage de Biff, par exemple. C'est quand même c'est un peu à la truelle, mais c'est assez drôle, quoi. Phil Bean, typiquement, quand même il en a fait un type obèse, etc. Mais concernant Biff, de toute façon, il y a la question de l'homosexualité, mais que je trouve que ça passe bien encore aujourd'hui parce que finalement il joue justement sur l'hypocrisie de ce personnage qui se fait passer pour un gros dur, quoi, voilà. Après, ça nous donne quand même une parodie de la séquence de la douche de Psychose, quand même particulièrement drôle, quoi. Franchement, personne s'y attendait, quoi. Je crois d'ailleurs que c'était le coup de la ventouse, c'était trouvé à la dernière minute, je crois. Mais moi, je le trouve très drôle, Biff. Et d'ailleurs, on a effectivement, comme tu dis, on a une sympathie pour lui, quoi. Ouais, quand il tombe sur scène avec ces espèces de plateforme boost là énorme et puis qu'il n'arrive pas à se relever, c'est quand même drôle, quoi. Voilà. Après le film, pour l'anecdote, le film a eu beaucoup de problèmes de copyright sur le titre parce qu'il devait s'appeler Fantôme tout court. C'était pris par un comic book. Sur le label Death Records, vous voyez toujours marqué Death Records. Si vous avez vous avez l'œil un petit peu exercé, vous avez pu voir que souvent le logo était remplacé par une incrustation assez mal faite parfois. Ouais, même très mal faite, puisque encore une fois, c'était pas les moyens de George Lucas, et donc parce qu'à l'origine c'était Swan Records, mais c'était un problème de copie. Je sais pas si c'est Led Zeppelin qui avait le même. Ça appartenait à un grand groupe de rock. Je crois que c'est Led Zeppelin. Je ne veux pas dire de bêtises. Enfin bref, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de payer ça, et donc ils ont dû changer. Donc il y a toute une partie tout plein de plans dans le film en fait où ça a été remplacé de manière un peu Ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Et ce qui fait partie des défauts du film qu'on peut plus rattraper, quoi, aujourd'hui. Voilà. Mais bon.
Donc, si plus de remarques, on se retrouve pour Obsession, et là on va plonger vraiment dans la veine Hitchcockienne, et là la relecture de Vertigo, réviser Vertigo si vous venez avant la prochaine fois, parce que là c'est vraiment de la reprise intégrale, hein, mais c'est un film magnifique. J'espère que je vous retrouverai à cette occasion, et merci d'être venu.